Bien, donc on va se retrouver pour cet exercice 4 de la feuille sur des matrices. Donc on prend alpha et bêta, deux équations entre 0 et 1, tel que le couple alpha et bêta est différent de 0, donc ça veut dire que l'un des deux est non nul. Et on définit cette matrice A alpha, donc la matrice grand A, la équation qui dépend de alpha et bêta. Évidemment, pour chaque alpha et bêta, ça va donner une matrice différente. Et le but, c'est de travailler sur cette matrice-là pour en faire des choses. Alors, premièrement, on me dit déterminer qu'R de A de cette matrice A alpha bêta moins I2 et on détermine une base. Donc pour ça, on va prendre un élément. Alors, on se rappelle que les éléments du noyau sont des vecteurs colonnes. Donc ici, on a des matrices carrées. A alpha bêta, c'est une matrice de lignes et de colonnes. Donc je vais prendre un X, un vecteur colonne, XY avec deux lignes. Donc un élément colonne de 1M de 1R. Et je vais essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire que X est dans le noyau de A. Et puis je vais essayer de raisonner par équivalence. Ainsi, j'aurai une description du noyau de A. Donc qu'est-ce que ça veut dire que grand X appartient au noyau de A? Si c'est vrai, ça veut dire. Alors, c'est pas A, c'est la matrice A d'indice alpha bêta. Donc c'est A alpha bêta. Donc que grand X appartient à ce noyau-là, au noyau de cette matrice-là, ça veut dire que la matrice que l'on a, donc ici la matrice A alpha bêta fois grand X, doit être égale à la matrice nulle. Et ici, comme j'ai une matrice de 2 fois une matrice de lignes et une colonne, ici ça me donne une matrice 2. Et donc maintenant je vais faire le produit matriciel. Donc je recopie la matrice. 1 moins alpha. Alors, d'ailleurs ici je suis en train de faire une erreur, c'est que j'ai oublié de faire un truc. C'est que ici c'est pas la matrice de A alpha bêta, c'est la matrice de A alpha bêta moins I2. Donc c'est moins I2. Donc qu'est-ce que ça veut dire que X est dans ce noyau-là? Ça veut dire que cette matrice-là, donc alpha bêta moins I2, fois le vecteur X égale la matrice nulle. Donc maintenant je vais faire le produit matriciel, mais pour faire le produit matriciel, il faut que je fasse, il faut que j'écrive ce que vaut cette matrice-là. Donc je prends la matrice A alpha bêta, et moins I2, ça revient à retirer des 1, mais seulement sur la diagonale. Attention, la matrice identité, c'est la matrice qui a des 1 seulement sur la diagonale, et pas partout ailleurs. Donc c'est cette matrice-là. Donc je retire cette matrice-là, et donc quand je retire les 1 sur la diagonale, ça me fait moins alpha, bêta, alpha, moins bêta. Donc ça, c'est ma matrice que j'ai. Le vecteur grand X, ici, c'est le vecteur petit x, petit y, égale 0, 0. Donc ça, c'est évidemment équivalent. Donc maintenant, je vais faire mon produit matriciel. Bon, il y a du alpha de partout, donc je vais directement factoriser par alpha. Ça me fera alpha facteur de y moins x égale à 0. Parce que quand je fais le produit, ça fait moins alpha fois x plus alpha y, puis je vais factoriser par x. Et puis pareil, là, je peux factoriser par bêta ou par moins bêta facteur de y moins x égale à 0. Et donc ça, c'est ce système. Alors ici, évidemment, j'ai un produit matriciel. J'ai deux équations, mais ici j'ai un produit, et on sait qu'un produit de deux termes est égal à 0, c'est si l'un des deux termes est égal à 0. Donc dans la première ligne, soit alpha égale 0, soit y moins x égale à 0. Alors, si c'est y moins x, si alpha est non nul, c'est forcément y moins x qui est égal à 0. Alors, est-ce que c'est possible que alpha et bêta soient tous les deux nuls? Alors, c'est l'hypothèse de l'énoncé, non. Donc, il y en a au moins un des deux qui est non nul. Donc, si c'est alpha qui est non nul, dans la première ligne, je peux multiplier par alpha moins 1, et donc j'aurai y moins x égale à 0. Donc ça, c'est dans le cas où, si alpha est non nul, en multipliant par alpha moins 1, j'obtiens cette équation-là. Mais peut-être que alpha vaut 0. Dans ce cas, je prends cette deuxième ligne, et là, je la multiplie par bêta moins 1, plutôt par moins bêta, et j'obtiens bien y moins x. Donc dans tous les cas, si j'ai ça, alors soit je multiplie par alpha moins 1 L1, et j'obtiens ça si alpha est non nul, soit je multiplie par l'inverse de bêta, et je trouve y moins x. Donc dans tous les deux cas, j'arrive à ça. Alors pourquoi c'est une équivalence? Parce que si y moins x égale à 0, et bien en remontant là-dedans, j'ai bien ça. Voilà, donc ici, j'ai bien raisonné par équivalence. Donc dans un premier sens, c'est que alpha est différent de 0 ou bêta est différent de 0. Et le deuxième sens, et ben si y moins x égale à 0, forcément, ces deux égalités-là sont égales à 0. Donc ça veut dire quoi sur mon vecteur grand x? Sur y et x, ça veut dire que petit y est égal à x. C'est-à-dire quoi sur mon vecteur grand x? C'est-à-dire que mon vecteur grand x, en fait, il s'écrit petit x, petit x. Si je factorise par x, petit x, ça équivaut à dire que grand x, c'est écrit comme x fois le vecteur 1, 1, 1, le vecteur 1, 1.
Et donc ça, c'est équivalent à dire que mon vecteur grand X, en fait, s'écrit comme du vecteur 1, 1. Et donc j'ai pris un élément dans ce noyau-là, dans le noyau de alpha, bêta, moins i2, et j'ai démontré qu'il était dans... que mon x était dans vecteur 1. Et comme j'ai réussi à garder par équivalence, j'ai bien démontré l'égalité. Donc ici, je vais marquer la première égalité que j'ai obtenue. La première égalité que j'ai obtenue, c'est ker de a alpha bêta moins i2 égale vect de ce vecteur colonne là, 1, 1. Alors c'est un vecteur colonne, une ligne et deux colonnes. Donc c'est une famille génératrice de mon noyau. Et comme c'est un seul vecteur non nul, ça en est même une base. Il faudrait écrire tout ça à l'écrit, mais ici je peux dire que le vecteur 1, 1 est une base. Alors, la famille où il n'y a que ce vecteur là est une base. Alors je vais l'appeler f, ça ira plus vite, de f. Alors, pour passer à la deuxième, donc je vais effacer un petit peu. On me dit, on pose q de x égale le déterminant de cette matrice-là moins x identité. Montrer que q est une fonction polynomiale et calculer ses racines. Alors, c'est parti. Pour montrer que q de x est une fonction polynomiale, je propose de calculer cette expression-là, et puis on verra bien si c'est polynomial ou pas. Donc je calcule le déterminant. Donc on se rappelle que le déterminant d'une matrice de 2, on le connaît. Donc on va calculer la matrice de 2 qu'on obtient. Ça va nous préparer au chapitre déterminant qui est le prochain chapitre. Donc tout d'abord, je calcule donc pour un x réel, fixé, je vais calculer q de x. Alors, c'est parti. Donc je calcule, d'abord je calcule cette matrice-là. Donc c'est la matrice-là auquel je retire des x sur la diagonale, parce que x identité, c'est la matrice où il y a des x sur la diagonale et des partout ailleurs. Donc ça fait 1 moins alpha moins x, bêta, alpha, 1 moins bêta moins x. Comment on calcule le déterminant d'une matrice de 2? Eh bien on se rappelle que c'est les coefficients diagonaux qu'on multiplie entre eux, moins lui fois lui. Les éléments qui ne sont pas sur la diagonale. Attention, ça ne marche que pour les matrices de 2. Donc ça c'est 1 moins alpha moins x fois 1 moins bêta moins x. Et puis, du coup, comment on peut calculer ça? Eh bien, moins bêta alpha. Et bien, du coup, on développe. C'est pas très rigolo. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va regrouper les termes constants ici qui ne dépendent pas de x. On va les multiplier entre eux. Donc, ça me fera 1 moins alpha, facteur de 1 moins bêta. Donc, ça, c'est les termes constants. Après, il y a les termes en x plus x. Donc là, il y a du moins x fois 1 moins bêta. Donc, ça me donnera moins 1 moins bêta. Et là, il y a 1 moins alpha qui est multiplié par moins x. Donc, ça me donnera moins 1 moins alpha. Après, il y a le x fois x, donc enfin moins x fois moins x, ça fait plus x au carré. Et après, il y a toujours le moins bêta alpha, pour l'instant, je ne touche pas. Puis là, maintenant, il faut que je fasse un petit peu le ménage. Alors, donc il y a le terme de 2. Donc là, j'obtiens bien déjà quelque chose de polynomial, parce que j'obtiens quelque chose de x au carré, il faut quelque chose soit x, et à chaque fois, j'ai une multiplication par des constants, donc c'est bien un polynôme, c'est même un polynôme du second degré, il est unitaire, donc x au carré, c'est le terme dominant. Après, je calcule le terme qu'il y a là. Donc ça me fait moins 2, je vais mettre un moins devant, ça me fait moins, après ça me fait, donc comme ça le moins il s'en va, ça me fait 2 moins bêta moins alpha, x. Et après il reste le terme qui est là avec le terme constant là, donc quand je développe il me reste plus 1 moins alpha moins bêta. Et il y a du plus alpha bêta mais qui s'élimine avec le bêta. Donc là j'ai bien trouvé q de x, c'est bien un polynôme, c'est même un polynôme du second degré. On me dit trouver ses racines. Alors, trouver ses racines, alors il y a une solution que je pourrais faire mais que j'ai aucune envie de faire, c'est calculer un discriminant du second degré. Pourquoi j'ai aucune envie? Parce que c'est long et que je vais me planter. Ici, j'ai plutôt regardé. Ici, ma matrice là, son noyau, c'est pas le vecteur nul. Donc ça veut dire que cette matrice-là n'est pas inversible. Donc A, facteur de alpha moins bêta, A de alpha bêta moins I2, pas inversible. Pourquoi? Parce que si elle était inversible, son noyau serait égal à 0.
Il n'y aurait que le vecteur nul. Et donc si elle n'est pas inversible, ça veut dire que son déterminant est nul. Et ce déterminant, je peux l'écrire comme moins une fois la... Ça ressemble très fortement à ma fonction q de x. Ça correspond à q de x avec x égale 1. Donc ici, j'ai q de 1 égale à 0. Donc je sais que déjà 1 est racine de q. Alors maintenant, connaissant une racine, comment on trouve l'autre? Eh bien, quand on a un polynôme du second degré unitaire, on sait que le terme qui est ici, c'est le produit des racines. Et ici, alors, sans le moins, on sait que ici, c'est la somme des racines. Ça, c'est le cours sur les fonctions, c'est la fin de votre chapitre sur les polynômes qui me le dit. La somme des racines, c'est l'opposé de l'avant-dernier terme, quand le polynôme est unitaire. C'est plus simple quand le polynôme est unitaire. Donc ça veut dire qu'une racine fois une autre racine doit valoir 1 moins alpha moins bêta. Autrement dit, l'autre racine, c'est 1 moins alpha moins bêta. L'autre racine. En effet, si je fais le produit de ces deux racines-là, je trouve bien le terme constant. Et si je fais la somme des racines, j'obtiendrai 2 moins alpha moins bêta, qui est bien la somme des racines que j'ai ici. Donc voilà, donc j'ai trouvé l'autre racine, et j'ai pas fait de discriminant. Après, si vous voulez faire du discriminant, amusez-vous, moi j'ai pas envie. Voilà, donc j'ai trouvé les deux racines, et donc j'ai fini la question 3. Donc je vais mettre ici 1 moins alpha moins bêta 1 sont racines de q. Et donc, ça me fait la question numéro 2. Alors, du coup, je vais effacer. Donc, j'ai trouvé que c'était un polynôme du second degré, et j'ai trouvé ses racines. Je n'ai pas besoin de l'explorer, je ne garde que ce qui m'intéresse. Alors, pour la question 3. Alors, la question 3, a priori, c'est bizarre, parce qu'on me dit de trouver une matrice P, donc ça a l'air d'être un changement de base, mais on ne voit pas très bien comment ça marche. Alors, comment ça marche? Eh bien, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a trouvé une base de ça avec x égale 1. X égale 1 est racine, mais maintenant, on sait qu'on a une autre racine, c'est 1 moins alpha moins bêta. Donc ce que je vous propose de faire la 3, c'est de faire comme pour la 1, sauf qu'au lieu de faire moins identité 2, donc c'est-à-dire moins une fois avec une racine, je vous propose d'essayer le coup avec l'autre. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que si l'exercice est bien fait, c'est ce qu'il faut faire. Donc ce qu'on va regarder, c'est du coup, c'est le noyau de A alpha bêta. Pour l'instant, vous voyez peut-être pas le lien avec ça, mais on va y venir. Moins I2. Alors, du coup, c'est pas moins I2, parce que ça, on l'a déjà fait. C'est moins tout ça. Donc, moins, j'ouvre une parenthèse, 1 moins alpha moins bêta. Et voilà. C'est déjà pas mal. I2. Donc, je vais regarder une base de ça. Faire comme pour là. Donc, c'est parti. Je vais prendre un X, un vecteur colonne. Colonne, deux lignes, une colonne, et puis je vais traduire ce que veut dire que x est dans le noyau de cette matrice. Donc x est dans le noyau, alors là, lui pareil, je vais l'appeler G, tout à l'heure j'avais appelé F le premier noyau, donc x appartient à G, c'est équivalent à dire que la matrice que j'ai, donc cette matrice là, moins 1, moins alpha, moins bêta, I2, fois x égale 0, 0. Alors ça, si je fais... Donc d'abord, je vais calculer cette matrice-là. Donc c'est une matrice 1 moins alpha. Donc sur la matrice grand A, alpha, bêta, il y a 1 moins alpha. Et je vais lui retirer 1 moins alpha moins bêta. Donc les 1 moins alpha vont s'éliminer. Et là, il y aura du moins moins bêta, donc il me restera du bêta. Là, j'avais du 1 moins bêta pour la matrice de alpha A, alpha, bêta. Et je lui retire 1 moins alpha. Donc il me reste du alpha. Et les autres coefficients, je ne touche pas. Parce que I2, quand je retire une matrice à I2, je change que les éléments sur la diagonale. Donc ça me fait cette matrice-là que j'ai, fois xy, égale à 0, 0. Là, à nouveau, je vais obtenir mon petit système. Sur la première ligne, j'aurai bêta x plus alpha y égale 0.
Et puis la deuxième ligne, et ben, ça va me donner pareil, bêta x plus alpha y égale à 0. Donc déjà la deuxième ligne, je peux dire qu'elle ne sert à rien. Donc je peux dire qu'en fait c'est équivalent à bêta x plus alpha y égale à 0, puisque euh, du coup la deuxième ligne est égale à la première. Et comment je pourrais écrire grand X avec tout ça? Euh, Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va distinguer les cas. Et dans le premier cas, je vais prendre X. Dans le premier cas où si alpha est différent de 0. Non, bêta, oui, bêta. Bon, peu importe, c'est pareil. Si bêta est différent de 0. On sait que soit bêta, soit x est différent de 0. Donc je vais prendre dans le cas où bêta est différent de 0. Donc si bêta est différent de 0, ça veut dire que x, que y égale. Ah non, mais du coup c'est moins bêta. Pardon, du coup c'est alpha. C'est alpha non nul. Donc ça veut dire que y égale moins bêta sur alpha x. Donc ça c'est équivalent à dire que grand y c'est égal au vecteur x et y je peux remplacer par moins bêta sur alpha x. Et donc ça veut dire que grand x, je peux l'écrire. Alors j'ai factorisé par x, j'ai même factorisé par alpha x. Alpha x, facteur de, du coup de 1. Non, alpha x sur alpha, pardon. Je vais y arriver. X sur alpha, puisque alpha est non nul. Et donc qu'est-ce que je dois mettre ici pour que ça marche? Alpha et moins bêta. Et donc ici, alors évidemment ça marche parce que alpha est non nul. Et donc là ça veut dire que grand x, ça c'est équivalent à dire que grand x s'écrit comme une combinaison linéaire du vecteur alpha moins bêta. Parce que je l'écris comme quelque chose fois alpha moins bêta. Et réciproquement, si de la forme alpha moins bêta, ça veut dire qu'il s'écrira comme x fois un scalaire, alors qu'il ne sera pas forcément de la forme x sur alpha, que je pourrais appeler lambda, mais en fait ce lambda, je le poserai égal à x sur alpha. De toute façon, alpha il est non nul, on va le faire. Et donc j'ai prouvé que grand x appartient à alpha moins bêta. Alors ça c'était dans le cas où alpha est différent de 0, mais je pourrais faire pareil si bêta est différent de 0, et puis ça va donner la même chose. Si bêta est différent de 0, donc je vais changer ce qui va pas. Donc ici, du coup, parce qu'en fait, si alpha égale 0, en fait, donc ça c'était le cas alpha est différent de 0, mais le deuxième cas c'est si si alpha égale à 0, mais si alpha égale à 0, forcément bêta est différent de 0. Pourquoi? Parce que ils peuvent pas être tous les deux nuls. Donc du coup, je vais faire exactement pareil, sauf qu'au lieu de diviser par alpha, je vais diviser par bêta. Du coup, x, je pourrais écrire que c'est moins bêta, moins alpha sur bêta y. Donc ça, sur mon vecteur grand X, ça voudra dire que je peux remplacer x par ce vecteur-là, donc moins alpha bêta y virgule y. Quelque chose fois du y pour que ça marche. Donc je vais factoriser par y sur bêta. Alors moins y sur bêta pour que ça marche. Ainsi, ici, je dois mettre du alpha. Et ici, je dois mettre du bêta. Il y a peut-être un moins qui va manquer. Ici, je dois mettre un moins bêta. Voilà. Donc, on peut bien vérifier que si je remultiplie là-dedans, ça va bien marcher. Et donc, dans les deux cas, vous voyez, j'arrive au même vect. Donc en fait, il y avait une distinction de cas pour ne pas faire de division par 0, mais dans les faits, on obtient le même vecteur. Voilà. Et donc du coup, dans tous les cas, que alpha soit différent de 0 ou alpha est différent de 0, on a pu trouver que ce noyau-là était vect de alpha moins bêta. Je vais l'écrire ici à un moment. G égale ker de alpha bêta moins 1 moins alpha moins bêta égale quoi du coup? Et bien du coup je dis vect de, et j'ai pris alpha moins bêta je crois, alpha moins bêta. Ah, je crois que j'étais pas très précis.
x, excusez-moi, x c'est un vecteur en colonne. Donc ici, quand je mets ici, évidemment, c'est x, c'est des colonnes. Merde. Donc ici, on va mettre des transposés de partout pour que ce soit juste. Et puis, ça ira bien. Ici, les vecteurs grand X sont des vecteurs colonnes. Je les ai pris en colonne dès le départ, puisque sinon, le produit matriciel ne marche pas. Donc ici, c'est alpha moins bêta en colonne, et pas en ligne. Alors, très bien. Peu importe, ça, c'est pas très important. Tant qu'on ne fait pas d'erreur. Alors, on va dire. Pour comprendre à quoi ça va me servir, je vais un petit peu analyser la formule qu'on me demandait. Ça, c'est typiquement une formule de changement de base. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder une fonction f. Donc, je vais prendre f, une fonction dont grand A est la matrice. Donc, je peux regarder f, un endomorphisme de R2, tel que, eh bien, tel que f, tel que la matrice dans la base canonique de R2 soit la matrice que je veux. Alors, à quoi ça va me servir? Eh bien, ici, si je regarde ce que j'ai que le vecteur 1, 1, le vecteur colonne 1, 1, il appartient à ce noyau-là, au noyau de cette application-là. Donc si j'applique le cours, ça veut dire que ce vecteur, donc quand je prends le vecteur dont les coordonnées de la base canonique c'est celui-là, donc ça me donne un vecteur 1, 1, ça me dit que ce vecteur-là appartient au noyau d'une fonction dont la matrice est A alpha bêta moins B. Donc ici, comme A alpha bêta c'est la matrice de F, ici ça en fait c'est la matrice de F moins identité. Pourquoi? Parce que la matrice dans la base B de F moins identité, d'après le cours, ça c'est linéaire alors c'est plutôt l'identité de R2, donc l'identité de E, j'ai posé E égale R2. Et bien ça c'est la matrice dans la base B de F, moins la matrice de identité de E, et ça on vient de dire que c'était A moins I2. La matrice de F dans la base B c'est A, la matrice de l'identité c'est la matrice d'identité. Donc étant donné que cette matrice-là et la matrice de cette fonction-là, elles ont quasiment les mêmes éléments du noyau, c'est-à-dire que les éléments qui sont dans le noyau là-dedans me donnent les coordonnées des vecteurs qui sont dans les noyaux de ma fonction, et vice-versa. Et donc si je fais exactement pareil pour le deuxième, je pourrais dire que le vecteur alpha moins bêta, il appartient au noyau de F moins, cette fois c'était plus compliqué, c'était 1 moins alpha moins bêta fois I2. Alors ça veut dire quoi sur ces éléments? Et bien ça veut dire que F du vecteur, c'est-à-dire que F moins I2 pris en le vecteur 1, 1, c'est égal à 0, au vecteur nul de R. 1 moins l'identité pris à 1, 1, donc ça c'est encore une fois l'identité de E. Ça c'est l'identité de E. Donc l'identité d'un vecteur c'est le vecteur lui-même, égale 0, 0. Ça veut dire que f de 1, 1 égale 1, 1. De même, là j'ai un vecteur dans ce noyau, donc je peux dire que f moins 1 moins alpha moins bêta fois l'identité de E, pardon, il ne faut pas que j'oublie l'identité de E, appliquée à ce vecteur-là, alpha moins bêta, c'est censé donner 0, 0. Donc quand je calcule, ça me donne f de alpha moins bêta, moins 1 moins alpha moins bêta, pris en l'identité fois ça, mais donc l'identité d'un vecteur c'est le vecteur lui-même, donc ça me donne alpha moins bêta égale 0, 0. Et donc, ici, je peux dire que f de alpha moins bêta égale, quand je refais passer tout de l'autre côté, 1 moins alpha moins bêta fois le vecteur alpha moins bêta. Et donc vous voyez, j'ai deux vecteurs qui jouent un rôle particulier. J'ai ce vecteur alpha moins bêta,
et j'ai ce vecteur 1, 1. Et du coup, vous voyez, l'image de f par ces vecteurs-là, ça me donne quelque chose à chaque fois de proportionnel à mon vecteur. F de 1, 1, c'est une fois 1, 1. Et le vecteur 1 moins alpha moins bêta, c'est ce vecteur-là. Alors du coup, ces deux vecteurs-là vont jouer un rôle très particulier. Et puis, je vais démontrer que ça forme une famille libre. Donc 1, 1, alpha moins bêta forme une famille libre. En fait, c'est même une base de R2. Alors pourquoi c'est une base de R2? Bon, je vous laisse démontrer à la main que ça forme une famille libre. Et puis il y a deux vecteurs dans cette base. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va regarder la matrice de F dans cette base B'. Comment on trouve la matrice d'une famille dans une base? Eh bien, il faudra des f du premier vecteur, donc f du vecteur 1, 1, et l'exprimer dans la base de ces deux vecteurs, donc ici le vecteur 1, 1, ici le vecteur alpha moins bêta. Et pareil, il faudra le vecteur f alpha moins bêta, et exprimer ce vecteur-là dans la base 1, 1, alpha moins bêta. Mais ici, comme on a dit que f de 1, 1 c'était égal à 1, 1, je peux donc dire que c'est une fois le vecteur 1, 1, plus 0 fois le vecteur alpha moins bêta. Donc dans la première colonne, je peux mettre 1, 1 et 1, 0. Deuxièmement, f de alpha moins bêta, comme il est déjà égal à proportionnel au vecteur alpha moins bêta, je peux l'écrire que c'est égal à 0 fois le vecteur 1, 1 plus 1 moins alpha moins bêta fois le vecteur alpha moins bêta. Et donc, dans ma deuxième colonne, mes coordonnées sera 0, 1, moins alpha, moins bêta. Et donc cette matrice-là, c'est une matrice diagonale, je peux l'appeler D. Alors, que me demandait l'énoncé? De dire qu'on peut écrire cette matrice-là comme ça. Ah bah oui, bah alors maintenant, je peux appliquer la matrice de changement de base. D'après la formule de changement de base, je peux donc dire que A égale P, D, P-1. Alors c'est qui P? P, c'est la matrice de la base canonique B vers la base B' que j'ai posée. Donc il faut que je prenne les vecteurs de B' et que je les décompose dans la base B. Donc le premier vecteur de B', c'est 1, 1. Donc dans la première colonne, il y a 1, 1. Et le deuxième vecteur, c'est le vecteur alpha moins bêta. Donc ici, je dois mettre alpha moins bêta. Voilà. Et donc du coup, eh bien, j'ai cette formule-là. Hop. Et quelle est la question d'après? Calculer les puissances successives. Alors, les puissances successives, je peux donc les calculer en faisant A puissance n égale P d puissance n P-1, d'après la relation du cours. Donc, c'est P fois la matrice d puissance n, mais comme 1 ici, donc j'aurais du 1 à puissance n, donc autrement dit du 1, et ici du 1 moins alpha moins bêta puissance n, 0, 0, P-1. Ici, je vais vous laisser finir le calcul. P, on a une matrice de 2. P-1, vous savez comment obtenir P-1. Donc, vous faites le produit matriciel et donc vous aurez une matrice à la fin, explicitement en fonction de n. Donc, vous aurez 4 coefficients là qui dépendront ou non de n. Et donc, la question, c'est en gros, que pouvez-vous dire de la suite? Il faudra regarder en fait vers quoi tendent chacun de ces 4 trucs. Probablement que chacun de ces 4 trucs là va converger vers quelque chose de connu. Et donc, on pourrait dire que ça tend vers une matrice. Puis ici, vous mettrez la limite de ça. Ici, vous mettrez la limite de ce coefficient-là. Ici, vous mettrez la limite de ce coefficient-là. Et puis ici, vous mettrez la limite de ce coefficient. Si ils ont tous des limites. Mais ici, c'est ce qui va se passer probablement, si on vous pose la question. Et voilà, ça finit cet exercice.